Maintenant, pour nous parler de comment réussir la gestion de l'eau en milieu agricole, je vous propose de céder le micro à Mme Hélène Bernard du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Après l'obtention de son baccalauréat en génie agro-environnemental, délivré par l'Université Laval, Hélène a travaillé de 2003 à 2010 au MAPAC de Sainte-Marie-de-Beauce, en Chaudière-Appalaches. Depuis 2010, elle est conseillère en agro-environnement au MAPAC de la Mauricie. La gestion de l'eau occupe une place importante dans son travail, du réseau hydraulique au drainage souterrain en passant par le nivellement et les ouvrages hydro-agricoles. Alors, sa présentation, je tiens à vous le préciser d'emblée, sera disponible à la fin du sommet pour ceux et celles qui le désireront. Accueillez-la chaleureusement, Madame Hélène Bernard. Merci beaucoup. Je suis flattée d'être ici aujourd'hui et j'ai été très surprise aussi quand je suis arrivée ce matin de constater à quel point la journée est populaire. Bon, c'est ça, je suis flattée, un peu stressée quand même, mais je vais faire mon possible pour vous parler de la réussite de la gestion de l'eau en milieu agricole, plus précisément en contexte de changement climatique. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la pluviométrie. J'ai pris les données météo de la station de Saint-Liboire, là, qui m'apparaissait la plus proche de Saint-Hyacinthe. Puis ensuite, on va parler justement de la réussite de la gestion de l'eau là, selon trois aspects très importants. On va parler de la santé des sols, puis finalement de quelques éléments pour faire face au changement climatique. Comme je vous disais, j'ai regardé sur Agrométéo les données de pluviométrie du 10 avril au 7 novembre 2025. Bon, j'ai souligné plusieurs aspects parce que, tu sais, moi, j'aime beaucoup ça, l'eau, mais mettons qu'on regarde ça de façon plus globale, on peut dire qu'on a eu un printemps qui a été pluvieux, surtout pendant la période des semis. Ça a été un défi pour plusieurs producteurs. Puis, il y a eu une période qu'on pourrait qualifier, je pense, de sécheresse, là, du 21 juillet au 22 août, où il est tombé 20 mm et demi de précipitations, avec seulement là, 2 épisodes au-dessus de 3 mm. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en bas de 3 mm, on ne le calcule même pas pour combler les besoins de la plante, parce que ça va tomber sur la végétation, ça va s'évaporer, tout ça. Fait que pendant un mois, il est tombé beaucoup, beaucoup moins d'eau que ce que les plantes ont besoin. Des fois, les producteurs disent que c'est la règle du pouce, donc ils ont besoin d'un pouce d'eau par semaine, 25 mm d'eau par semaine, donc 100 mm d'eau pendant 4 semaines, et on n'avait même pas 20 mm. Donc, cette année, ça a été ça le défi, entre autres. Il y a eu, en septembre aussi, là, parenthèse, ça a été dur pour les cultures de couverture parce qu'on a aussi manqué d'eau durant cette période-là. Fait que là, vous dites, coudon, tu sais, c'est-tu juste en 2025? Mais non, ça a été dit aussi ce matin. J'aurais pu mettre 2024, on aurait vu la pluie du 9 août. J'aurais pu mettre 2023, on aurait été stupéfait des quantités totales. Bref, c'est extrêmement difficile en général, les changements climatiques, mais je pense que les agriculteurs ont, étant donné que l'eau est un... quel beau lien! Étant donné que l'eau est un élément essentiel pour les plantes, évidemment, pour la vie, les micro-organismes. C'est un élément essentiel aussi pour assurer le transport des nutriments. Ils doivent composer avec la réalité des changements climatiques en essayant d'avoir de l'eau au bon moment, au bon endroit et en quantité adéquate. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans le monde agricole, imaginez-vous une petite graine au début qui doit germer, puis aussi un plant là, mature avec des racines profondes. Dans les deux cas, on a besoin d'eau, mais pas nécessairement en même quantité et au même endroit. Donc, ce qu'on veut faire pour avoir des rendements, puis pour passer au travers, c'est, puis avoir de l'agrément aussi, là, puis avoir du plaisir à cultiver, il faut réussir sa gestion de l'eau. Vous allez voir tantôt que le but ultime, c'est la santé des sols. Mais pour arriver à avoir des sols en santé, il faut passer par la réussite de la gestion de l'eau. Puis moi, en tant qu'ingénieur, je suis très à l'aise avec le concept du 1, 2, 3, puis on fait une affaire à la fois. Fait que je vais vous le présenter comme ça, mais je pense vraiment qu'il faut l'aborder dans ce sens-là, dans cet ordre-là. Donc, on commence par connaître, comprendre et réussir le réseau hydraulique. Ensuite, on parle et on envisage là, de réussir le drainage de surface pour finalement comprendre et gérer le drainage souterrain. C'est quoi le réseau hydraulique? On en a parlé beaucoup ce matin, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue d'entretien, mais c'est un petit peu plus large que ça à l'échelle d'un champ. C'est tout ce que j'appelle, moi, la grosse eau. Donc, c'est l'eau qu'on veut empêcher d'entrer dans le champ. C'est aussi l'eau qu'on veut qui sorte là, à la sortie.
Puis, chaque champ, chaque parcelle a une réalité qui lui est propre. Donc, ça fait partie d'un tout, ça fait partie d'un bassin versant. Il faut comprendre comment l'eau se déplace naturellement, sont où les exutoires forcés, les exutoires naturels, puis c'est quoi la réalité, à quoi on peut aspirer. À chaque fois, il y a des défis, à chaque fois, il y a des choses qu'on peut contrôler, puis des choses pour lesquelles on n'a pas de contrôle. Donc, on comprend que ce sont les cours d'eau, c'est aussi les fossés. Puis tantôt, il y a quelqu'un qui disait dans une question, puis là, vous m'avez donné un micro, fait que, tu sais, j'en profite. Dans le fond, qui disait, tu sais, à cause des bandes riveraines, des agriculteurs, il faut qu'on entretienne les cours d'eau. Je suis d'accord avec une partie de ce fait-là, mais il faut comprendre, puis M. Demers va en parler après moi, que les cours d'eau ont aussi une vie, puis ils ont une certaine réalité. Donc, certains agriculteurs se retrouvent dans des zones naturelles de dépôt, finalement, en aval des bassins versants. Puis, ces gens-là ont besoin souvent qu'on entretienne plus souvent les cours d'eau, pas seulement parce qu'ils ne respectent pas la bande riveraine. Je suis consciente que dans mon exemple, c'est respecté d'un côté puis pas de l'autre, mais je voulais juste tendre la perche là, à M. Demers pour tantôt. Donc, c'est ça, nous, en agriculture, on va s'en servir pour envoyer notre eau de drainage de surface, puis envoyer notre eau souterraine aussi par les drains souterrains. Donc, c'est important que le réseau hydraulique soit en bon état. Parfois, le réseau hydraulique aussi, c'est composé de conduites. Fait que là, j'ai mis 2 exemples où l'eau sort ou en tout cas est supposée sortir par des avaloirs. Ça aussi, ça fait partie des défis. On sait qu'un écoulement libre, c'est toujours plus efficace là, qu'un écoulement naturel, mais je voulais aussi noter que ce n'était pas seulement là, des écoulements libres. Fait que là, on a réussi notre réseau hydraulique, on le comprend, on le connaît, on l'entretient, on le surveille, on le bichonne, on y met des bandes riveraines et tout. Puis là, bien, on est prêt à envoyer d'autres eaux dedans. On est prêt à envoyer, entre autres, l'eau de drainage de surface. Fait que ça, dans le fond, c'est l'eau qui va ruisseler. Puis là, vous allez dire, tantôt, Hélène, tu vas dire que ça va s'infiltrer, puis qu'on veut le garder parce qu'il y a des périodes de sécheresse. Puis vous avez raison, mais il y a des moments dans l'année où ça ne va pas arriver. Par exemple, quand le sol est gelé, il n'y aura pas d'infiltration. Quand le sol est saturé d'eau au printemps ou lors de précipitations prolongées, le sol va se resaturer. Fait que quand on rajoute de l'eau dans un verre plein, bien, ça ruisselle. Il y a aussi des fois des précipitations qui sont tellement intenses et fortes que le taux de précipitation est supérieur à la capacité d'infiltration naturelle du sol. Donc, à ce moment-là, c'est comme si on arrosait une plante trop vite, ça va ruisseler. Quand ça ruisselle, l'eau amène avec elle des fines particules. Puis ces fines particules-là, elles vont se déposer à l'endroit où l'eau arrête. Fait que s'il y a des cuvettes ou des raies de curage inefficaces et tout ça, bien, les fines particules vont colmater les macropores puis les micropores du sol. Puis c'est un phénomène qui va s'accentuer. Parce que là, tout le champ va être plutôt sec. On va passer la machinerie, puis on risque de compacter. Là, vous me voyez venir, on va compacter, l'infiltration va diminuer. On va amener encore de l'eau avec des sédiments fins qui vont, tu sais, on fait comme des mini-bassins de sédimentation. Donc, c'est pour ça que vous voyez des agriculteurs qui nivellent, puis que vous voyez des agriculteurs qui renivellent. Parce que c'est normal que c'est une opération qui doit se refaire de temps en temps selon les saisons, puis selon les rotations, puis certaines réalités agricoles. Donc, la façon de faire de nos jours, c'est que souvent, il va y avoir un relevé microtopographique qui va être fait, puis avec un plan qu'on va faire dans le bureau, en fait, à l'ordinateur, on va être capable de prévoir le minimum de sol à déplacer pour que la goutte d'eau qui ne s'infiltre pas atteigne, si possible, dans le sens de la culture, le réseau hydraulique. Parce que là, on le sait, notre réseau hydraulique, il fonctionne, on le connaît, fait qu'on s'en sert. Quand on fait du nivellement, puis ça, c'est plus pour les producteurs que je m'adresse, c'est super important de le planifier. Il faut le planifier parce que il faut le faire par temps sec, puis il faut avoir un plan, si possible. Puis aussi, c'est très difficile pour la structure du sol parce qu'on va avoir besoin d'une mie, donc on va faire un travail primaire de sol. Puis après ça, quand on va bouger tout ça, bien, ça va encore donner une bonne claque à notre structure. Donc, c'est important de semer une culture de couverture après le nivellement. C'est important aussi de vérifier si on a fait de la compaction. Des fois, ça nécessite un sous-solage. Mais bref, les conseillers, nous, ce qu'on n'aime pas, c'est quand vous appelez pour niveler hier. Ça, c'est pas super. Il faut le prévoir dans la rotation puis le faire en bonnes conditions. Maintenant, on a un réseau hydraulique efficace, on a notre taux de ruissellement atteint notre réseau hydraulique, on est content. Puis là, finalement, il faut qu'on gère l'eau souterraine. À l'échelle d'un producteur agricole, l'eau souterraine, en fait, c'est la nappe libre
qui peut se retrouver jusqu'à la surface en conditions de sol saturé. Puis, il y a plein de façons pour vider cette nappe-là plus rapidement que naturellement. Entre autres, le drainage souterrain. On comprend que les fossés, à une certaine profondeur, font le même travail qu'un drain souterrain. On comprend aussi qu'il y a certains champs qui n'ont pas besoin d'être drainés souterrainement. Par exemple, en fait, les champs où la nappe naturelle se tient basse. Vous comprenez? Donc, les producteurs, ils ne drainent pas parce que, en fait, ils drainent parce qu'ils ont besoin de temps. Ils ont besoin de rabattre la nappe phréatique plus vite que ce qu'elle se rabattrait naturellement. Pour bien drainer un champ, il faut connaître les concepts du guide technique de diagnostic et drainage souterrain des terres agricoles. En gros, un drain souterrain, justement, ça rabat la nappe. C'est son principal rôle. C'est plus performant dans un sol qui est profond. Ça veut dire un sol où l'eau bouge au-dessus du drain, mais aussi sous le drain. Il y a plein de cas de figure, puis des fois, on draine à contre-pente dans des sols peu perméables en profondeur. En tout cas, il y a plein de choses, mais en général, je veux que vous reteniez que le but, c'est quand même de rabattre la nappe phréatique. Ce n'est pas nécessairement pour tirer l'eau qui vient de la surface. C'est sûr que quand on rabat la nappe, on a un sol qui devient plus aéré, qui est capable de justement recevoir plus d'eau de précipitation, puis qui permet une infiltration supérieure. Puis ça, en fait, c'est un petit message aussi plus pour les producteurs. C'était pour vous sensibiliser au fait qu'on doit calculer certaines choses quand on fait du drainage souterrain. Donc, on doit décider une profondeur, on doit décider un écartement, on doit décider aussi quelle grosseur seront les collecteurs, à quel niveau on va sortir dans le réseau hydraulique. Puis tout ça, bien moi, je vous conseille de vous faire accompagner. Puis aussi, j'ai mis un petit message pour le doublage de drain parce que des fois, on le voit. Peut-être que c'est nécessaire chez vous, peut-être que ce n'est pas nécessaire. Faites un diagnostic, consultez votre conseiller. Le but du doublage de drain, c'est de rabattre la nappe phréatique plus rapidement. Peut-être que c'est nécessaire chez vous, je ne le sais pas, mais dans tous les cas, si vous le faites, vous devez connaître le réseau de drainage actuel, puis vérifier que vos collecteurs sont capables de prendre les drains que vous allez mettre là, sur peut-être le même collecteur. Parce que c'est une erreur que je vois souvent quand même. Donc, faites-vous accompagner pour ça. Comment on s'adapte par rapport au drainage souterrain puis au changement climatique? Parce que tantôt, je vous ai parlé d'un mois avec moins de 20 mm d'eau. Fait que là, vous allez dire, bien, tu sais, on ne va pas drainer puis on va garder l'eau dans le champ. Ça peut être un peu contre-intuitif de vouloir drainer parce que on va perdre de l'eau à un certain moment. En fait, on ne va jamais rabattre la nappe plus bas que le drain souterrain. Ça veut dire que toute la nappe libre qui est sous le drain, elle, il n'y a pas de conséquences là-dessus. Puis comme je vous dis, bien, des fois, c'est qu'avec certains besoins agricoles, comme l'horticulture qui nécessite un taux de rabattement rapide, peut-être la grande culture biologique aussi, où ils vont aller sarcler tôt après là, quand la petite mauvaise herbe elle germe, peut-être aussi. Donc, il y a certaines cultures qui demandent un taux de rabattement plus élevé. Puis c'est pour ça que vous voyez des fois du drainage aussi dans les champs. Il y a certains types de sols aussi qui ont une conductivité hydraulique, donc la vitesse à laquelle l'eau bouge dans le sol est vraiment pas rapide, qui nécessite aussi un rapprochement là, des drains. Ce qu'on peut faire pour s'adapter aussi, c'est qu'on peut potentiellement, dans certains cas, faire un contrôle de la nappe. Ça veut dire qu'au lieu d'envoyer tout le temps, de rabattre tout le temps la nappe toute l'année dans le réseau hydraulique, on pourrait décider, par exemple, après le printemps, finalement, après avoir laissé passer le gros de la nappe phréatique, puis avoir, mettons, semé, bien là, on pourrait décider de fermer une chambre de contrôle pour garder l'eau de la nappe. C'est quelque chose qui peut se faire si, en général, on a un champ avec une pente inférieure à 0,5 et même 0,2 %, donc des champs plus, ça, vous en avez en Montérégie. Puis il faut que la nappe d'eau, elle se tienne naturellement au-dessus du niveau des drains. Parce que, tu sais, imaginez un coteau de sable avec un cours d'eau très, très encaissé à côté. Bien, même si en fait, dans ce cas-ci, on n'aurait pas besoin de drainage, mais mettons, je le draine. Tu sais, si la nappe, elle remonte jamais plus haut que les drains, bien, même si j'ai mis un contrôle de nappe, il n'y en aura jamais d'eau. Il y a des champs dans la vie où la nappe ne va pas nécessairement remonter durant l'été. Pour qu'elle remonte, il faut qu'il y ait justement une couche de sol qui est peu perméable, située à peu près à moins de 3 mètres de profondeur. Donc ça peut faire partie des solutions pour passer au travers des changements climatiques. Mais la vraie solution,
La vraie super solution, c'est la santé des sols. Parce qu'un sol en santé, ça va être un sol où il va y avoir des macropores. Des pores, là, c'est l'espace de la porosité, en fait. C'est l'air qu'il y a dans le profil de sol. Puis aussi, il va y avoir des micropores. Fait que les macropores, c'est les pores qui sont plus grandes, qui vont laisser passer l'eau de drainage, donc le surplus d'eau, pour pas que tous les micro-organismes puis les racines s'étouffent puis manquent d'air. Puis les micropores, bien, elles vont permettre de retenir l'eau. Parce qu'imaginez des petites particules minérales, parce que là, moi, je vous parle tout ça, c'est en sol minéral, là. Donc, des petites particules minérales, ça ne retient pas l'eau. Ce qui retient l'eau, c'est les agrégats, c'est la matière organique, c'est des complexes argilo-humiques, c'est finalement l'entièreté de la matrice de sol. Puis c'est cette eau-là qui va être utile pour les plantes. Donc, pour avoir un sol en santé, il faut le soulager de son excès d'eau. C'est pour ça que les agriculteurs, ils font tout ce dont je viens de parler. Puis aussi, ils veulent avoir la profondeur racinaire la plus grande possible. Fait qu'ils veulent que la plante explore un maximum de sol. Parce que la réserve en eau utile pour la plante, ça va être un peu la multiplication entre la réserve de chaque centimètre de sol multiplié par la profondeur racinaire. Fait qu'ils ont tout à gagner d'avoir une profondeur racinaire maximale. Puis pour pouvoir les aider, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des profils de sol. Donc, on va creuser avec une pelle puis une tarière. Puis on creuse où ça va bien, où ça va mal. Des fois, loin de l'exutoire, ça veut dire loin du réseau hydraulique, près de l'exutoire, puis à tout autre endroit névralgique. Ça nous permet à l'aide d'une pelle, puis d'une pelle mécanique ou d'une pelle ronde, puis d'un couteau, d'apprécier les couches de sol, la structure, la texture et tout ça. Puis on trouve plein de choses. On peut voir aussi des enjeux qui sont plutôt naturels. Par exemple, on a du litage là, sur une des photos, ou des enjeux qui sont plus anthropiques, comme une compaction là, dans un champ de. En tout cas, c'est un champ qui a été en pomme de terre. Là, même dans le sable, on constate de la compaction, puis parfois des nappes perchées puis des structures dégradées. Donc, c'est avec les profils de sol là, qu'on est capable de comprendre ce qui se passe. Puis dans le fond, on voit plein de choses, mais il faut comprendre qu'il y a certaines choses pour lesquelles on a du contrôle, puis certaines choses pour lesquelles on n'a pas de contrôle. Par exemple, la texture. Ça, c'est la quantité de sable, de limon et d'argile dans le sol. Ça, dans le fond, on ne pourra pas le changer. En fait, non, on ne peut pas. La structure, elle, c'est plutôt en lien avec les pratiques culturelles puis à la gestion de l'eau. On va pouvoir voir la couleur, l'odeur, les racines, leur profondeur, leur itinéraire. On va pouvoir voir, j'ai mis les vers de terre, mais d'autres types de vie aussi dans le sol. Puis s'il y a de l'eau au moment où on y va, bien, on va pouvoir voir s'il y a des nappes perchées, comment que la nappe phréatique remonte, c'est quoi sa profondeur à l'équilibre, s'il y a des écoulements hypodermiques, puis tout ça. Bref, pour réussir la gestion de l'eau, on a un panier de solutions qui est bien garni. Ça, c'est le petit moment didactique, on répète, pour être sûr qu'on s'en souvient. Donc, on améliore le réseau hydraulique, les fossés, les cours d'eau et toute autre conduite au besoin. Parce que moi, là, je dois vous dire, honnêtement, là, il doit y avoir 50 des cas de problèmes que je vois qui sont reliés au réseau hydraulique. Fait que, pourtant, ça devrait être le nez dans le visage, mais c'est très important de l'entretenir puis de le comprendre. Après ça, on s'organise pour que l'eau de ruissellement atteigne le réseau hydraulique. Donc, on améliore notre drainage de surface pour finalement regarder si on a un problème de rabattement de nappe phréatique. Une fois qu'on a tout fait ça se peut que ça aille bien, ça se peut que ça aille encore un petit peu mal, parce que vous l'avez vu, on a des conditions extrêmes. Fait que moi, j'appelle ça des pratiques et des ouvrages artifices. Fait que des fois, il faut faire un nouveau fossé, réapprofondir, mettons, un fossé de bois. Il faut faire une raie de curage, on va reniveler en planche, on va faire des rigoles d'interception, peut-être des tranchées filtrantes. Moi, je mets le sous-solage dans la pratique artifice parce qu'on veut la faire une fois par pas souvent pour défoncer une couche compactée. Peut-être des avaloirs, ou dans ce cas-ci, là, c'est en production maraîchère bio, malgré le fait qu'ils ont un champ drainé souterrainement, malgré le fait qu'ils ont des planches, ils ont décidé, c'est extrêmement plat, ils ont décidé, puis ils font beaucoup de désherbage mécanique, de mettre des puits filtrants. Donc, pour faire sortir l'eau sur un moins long chemin, en voulant dire l'eau, quand elle ruisselle, elle s'accumule sur la goutte précédente, puis des fois, ça fait trop d'eau, puis c'est difficile pour l'eau de sortir. Donc là, on a aménagé des puits filtrants à l'intersection des raies de curage et des rigoles. C'est ce que moi, j'appelle un artifice, donc on le fait en quatrième, disons. Parce que vous vous souvenez tous des 3 premiers, vu qu'on l'a dit 2 fois.
Puis tout ça, c'est important de calculer le délai de récupération des investissements finalement. Sur AgriRéseau, il y a un super beau fichier Excel où vous pouvez rentrer vos rendements actuels puis vos rendements espérés post-travaux. Par exemple, si vous nivelez puis vous avez un coût à l'hectare ou vous voulez drainer puis vous avez un coût à l'hectare, vous pouvez aller inscrire le rendement que vous espérez avoir après les travaux. Puis avec les données du CRAC, sans avoir besoin de sortir tous vos coûts de production à vous, vous allez avoir un estimé du délai de récupération de vos investissements. Fait que moi, je vous encourage à le faire. Finalement, en contexte de changement climatique, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie les ouvrages hydro-agricoles. C'est sûr qu'il faut les coupler à des pratiques agro-environnementales de conservation, comme les sols couverts en hiver et tout ça, mais il reste qu'il va y avoir des sorties d'eau entre le champ et le réseau hydraulique. Puis je pense qu'il faut les protéger, par exemple, par des enrochements ou des ponceaux à valoir, ou comme là, dans un champ pentu, on a fait là, on a fait une voie d'eau engazonnée puis des avaloirs puits de pierre, mettons. Donc, on va encore en voir des ouvrages hydro-agricoles, même qu'on devrait en voir plus à cause des changements climatiques. Aussi, il faut adapter les ouvrages. On a parlé de ponceaux rapidement ce matin. L'Ordre des ingénieurs stipule qu'on devrait augmenter de 20 les débits de pointe là, quand on calcule un ponceau. Moi, ça ne paraît pas, là, mais je suis quand même vieille. Alors, j'ai vu arriver on fait juste calculer les débits de pointe. Après ça, la note qui dit on augmente de 10 on augmente de 15 puis là, la note, c'est on augmente de 20 Quand on fait le parallèle entre un débit de pointe de 20 augmenté de 20 puis les courbes d'intensité durée-fréquence, on se rend compte que c'est comme si on prenait une pluie d'à peu près 75 ans. Mais en fait, c'est comme si les courbes ne marchent plus non plus. Là. Les courbes d'intensité durée-fréquence, elles sont faites avec des données passées de précipitations. Puis, depuis 3 ans, il y a tout le temps des pluies centenaires à quelque part au Québec. Là, fait que je pense qu'il y a des courbes IDF maintenant qui sont ajustées pour les changements climatiques. Mais ce qu'on n'a pas dit aussi ce matin, vite, vite, c'est que quand on fait un ponceau de moins de 4 pieds en milieu agricole, sur un chemin privé, puis qui respecte toutes les conditions, on n'a pas besoin d'ingénieurs. Donc, si vous faites des ponceaux chez vous, si vous mettez des conduites, moi, je vous encourage à ne pas y aller de main morte sur la dimension. Tu sais, en voulant dire, faites affaire avec un professionnel, évidemment, mais si vous ne le faites pas, bien, il ne faut pas lésiner sur la grosseur des ouvrages. Il faut penser aux précipitations qui vont arriver. Dites-vous que c'est toujours compté aussi avec un certain coefficient de ruissellement. Ça veut dire que quand on calcule un débit de pointe, on estime qu'il y a une partie de l'eau qui va s'infiltrer finalement dans le bassin versant. Ce qu'on vit actuellement, bien, 2 choses. Des fois, l'occupation du bassin versant change, puis le coefficient de ruissellement augmente. Mais aussi, il y a certaines parties d'été où, franchement, le sol est resaturé. Donc, le coefficient de ruissellement, c'est ça, il faut faire attention, puis il ne faut pas faire des ouvrages trop petits. Après ça, bien, c'est sûr que tout ce qui est coulée agricole et glissement de terrain, c'est quelque chose qu'on voyait plutôt, tu sais, les glissements de terrain, c'est pour la plupart, je crois que le pourcentage est de 70 environ qui est naturel. C'était plutôt au printemps. À présent, on en voit dans l'été, on en voit aussi à l'automne. Fait que soyez prudents. Il y a des cartes, il y a de la cartographie là, pour les zones à risque de glissement de terrain. Faites attention pour ne pas mettre de points en haut de talus, pas de déblais non plus dans le talus. Puis renseignez-vous un peu là, à ce sujet-là. Après ça, bien, il y a des aménagements complémentaires qui pourraient être faits. À gauche, c'est un vrai aménagement complémentaire. Là. M. Caplette va vous en parler tantôt. Puis à droite, c'est pas vrai. C'est un bassin d'irrigation, mais je ne trouvais pas de photos de beaucoup d'aménagements complémentaires. Mais en fait, il pourrait y avoir entre les champs et les cours d'eau, peut-être un jour, des bassins qui pourraient sédimenter, puis aussi peut-être réguler les crues. Il y en a quelques-uns aussi là, qui ont été faits dans le temps à Saint-Samuel, au centre du Québec. Ce n'est pas des choses qu'on voit beaucoup, mais peut-être qu'on va voir des zones tampons aussi là, entre les sorties de drain et les cours d'eau. On pourrait se servir aussi des fossés actuels, je pense, pour faire ça. Aussi, je pense qu'on va voir les bandes herbacées, les bandes arbustives et arborescentes, peut-être avec un autre œil. On les voyait beaucoup comme des aménagements pour diminuer l'érosion éolienne, par exemple. Mais peut-être qu'on va les voir plus ou aussi comme des aménagements qui tempèrent la température proche des champs, qui gardent la neige, qui diminuent l'évapotranspiration sur une certaine superficie proche d'elle. Parce que je pense que c'est ça, on va de plus en plus entendre parler de teneur en eau du sol,
de comment conserver l'eau dans le sol quand il pleut. Fait que mon petit doigt me dit qu'on va en entendre parler là, dans ce sens-là. Puis je voulais vous montrer la bande herbacée aussi là, élargie, qui est en fait le long d'une coulée en zone à risque de glissement de terrain. Puis ça a été fait là, par la firme Julien Gélina pour justement éviter les glissements de terrain. Elle a été faite à peu près en 2012, donc c'est un voisin là, qui vient faire les foins dans cette partie-là. Et l'année passée, il y a eu un glissement de terrain quelque part aussi quand même. Mais on comprend que l'enracinement, ça peut aider aussi. Puis le fait que les plantes se mettent à pousser rapidement au printemps et évapotranspirent, là, ça aide aussi pour les glissements de terrain. Fait que, ben merci.